Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans cette grande émission dénommée Rendez-vous du soir. Rendez-vous du soir, une émission où nous parlons de l'actualité, nous brossons l'actualité. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je me suis fait accompagner de monsieur Blaise Bachiluango, qui est le président de Mutuelle de Banindu de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité. Nous allons parler de la visite du président burundais à Kinshasa. Nous allons parler de la commémoration de 25 ans de massacre de Kasika avec monsieur Blaise Bachiluango, à qui je dis bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir et très content d'être dans cette émission Rendez-vous du soir. Voilà. Merci. Alors, c'est pour vous une première de participer à cette émission, de venir visiter notre station. Quelles sont vos impressions? Eh bien, je remarque que c'est un cadre merveilleux. Mhm. Je ne me l'imaginais pas, mais je découvre et je dis bon courage et vous avez du chemin. Déjà, c'est un cadre qui m'épate. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite du président burundais à Kinshasa? Le Burundi fait partie de nos 9 voisins. Et lorsqu'un voisin visite son voisin, ça fait toujours du bien. Mais tout particulièrement, la visite du président burundais s'inscrit dans ce que je peux appeler la politique de bon voisinage. Nous en avons besoin actuellement. Le Congo en a besoin. Vous savez, si vous voulez aller loin, vous devez aussi être mieux avec tous les voisins. Et parmi nos voisins, nos 9 voisins, le Burundi s'avère aujourd'hui être un allié important qu'il ne faille pas négliger parce que en lisant l'histoire et en voyant comment les événements se passent sur le terrain, le Burundi marche au même pas que la RDC sur certains points. Ça reste un voisin, mais parmi les meilleurs voisins, le bon voisin qu'on peut avoir actuellement dans la situation que le pays vit à l'Est. Alors, pensez-vous que le Burundais serait en mesure de nous accompagner, surtout par rapport à ce qui se passe à l'Est du pays, afin de pouvoir mettre fin aux massacres, aux tueries, aux viols qui se passent à l'Est du pays? Je l'ai toujours pensé et je peux l'exprimer. Mettre fin à ce qui se passe à l'Est dépend plus des Congolais. Vous savez, quand un serpent est entré dans la maison, il ne faut pas chercher que le voisin vienne vous aider à le faire. Déjà, vous êtes là. Il faut déjà avoir le moyen de mettre les enfants en sécurité. Et donc, d'abord, dans ce qui se passe à l'Est, pour moi, mon point de vue, c'est la solution doit être congolaise. Congolaise. Et n'étant pas le seul à pouvoir donner solution aux problèmes qui nous concernent, si un voisin peut nous être utile pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, comme c'est le cas du Burundi, les Burundais sont vraiment les bienvenus pour qu'ensemble, nous puissions trouver la paix. Puisque tu vois, quand le feu brûle chez les voisins, il ne faut pas s'en réjouir. Et ça peut contaminer aussi ton propre bâtiment. Donc, il vaut mieux éteindre le feu chez les voisins ensemble pour que le mal ne puisse pas traverser de l'autre côté. Alors, vous avez soulevé un point très capital en disant que la solution ou les remèdes seraient justement entre les mains de Congolais. Alors, qu'est-ce que les Congolais doivent faire concrètement? Vous savez, les Belges ont dit l'union fait la force. En cette période où nous vivons des turbulences au niveau de la nation, surtout à l'Est, les Congolais se doivent d'être unis. Être unis autour d'un idéal, autour du gouvernement, pour pouvoir travailler dans le fond, connaître d'abord, faire le diagnostic du problème de l'Est. C'est comme on est malade. On va à l'hôpital, on voit un médecin. Il ne commence pas par te soigner directement. Il te prescrit, avant de te prescrire une ordonnance, il t'examine. Et les Congolais doivent faire une sorte de diagnostic pour ce qui se passe à l'Est, savoir pourquoi cette guerre
Hein, c'est pas la première. C'est toujours l'Est. Il faut qu'on réfléchisse profondément. Pourquoi? Pourquoi l'Est? Et pourquoi celle-ci? La guerre actuelle? Parce que vous savez, quand on parle de guerre, on parle tuerie. Des victimes tombent. Des familles entières sous la belle étoile. Alors qu'auparavant, ils étaient bien logés, habitant chez eux, travaillant difficilement déjà. Vous savez, l'intérieur, c'est très dur. Mais après, au-delà de la dureté de la vie, ils sont soumis à des coups de canon. Il y en a qui sont fauchés inutilement par cette guerre. Donc nous devons les diagnostiquer pour savoir pourquoi il y a cette guerre à l'Est. Une fois qu'on comprend les tenants et les aboutissants, on peut alors prescrire maintenant une solution pour terminer ces problèmes-là qu'on a bien analysés et qu'on maîtrise. Voilà ce qu'il faut faire. Si nous y allons, on ne sait pas, dans l'unité, nous pouvons arriver au bout de ça. Parce que ceux qui nous font la guerre, ils ont un idéal. Et c'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas quitter un pays étranger pour traverser la frontière et faire la guerre chez autrui, tout bonnement comme ça. Il a un idéal. Il a ce qu'il poursuit. Nous devons d'avoir un idéal. Nous devons de poursuivre aussi un objectif. Et notre objectif n'est pas hégémonique. Notre objectif est de sécuriser nos frontières, notre territoire, permettre aux Congolais de vivre en paix dans leur ère de vie. C'est tout. Hein? Comment on peut rassurer aux Congolais, où qu'ils soient, au Congo, qu'il est en sécurité. Donc, on trouve la solution pour que les Congolais vivent dans cet état-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette guerre? Est-ce une guerre politique, une guerre économique, une guerre diplomatique? La guerre de l'Est, elle a plusieurs facettes. Plusieurs facettes. J'en parle moi-même étant un déplacé de guerre. Okay. Depuis 97, j'ai fait Bukavu-Kisangani à pied. La guerre de l'Est, quand je parle de plusieurs facettes, je dirais par exemple, notamment, c'est une guerre d'abord autour des richesses du Congo. Autour des richesses du Congo. C'est une guerre des territoires. Il y a des peuplades qui cherchent des territoires au Congo. Vous savez, depuis l'époque coloniale, chaque peuplement au Congo a son aire de vie, son territoire. Vous trouvez dans telle province, tel territoire avec tel peuple. Ça existe comme ça. Ouais. Alors, il y en a qui estiment qu'ils sont Congolais et qui n'ont pas de territoire. Vous voyez, s'ils se battent aujourd'hui, ils se battent pour avoir un territoire. Donc, c'est une guerre économique parce qu'on envie les richesses du Congo, on veut les posséder à tout prix. Au lieu de faire un deal sérieux avec le Congo, qu'est-ce que nous pouvons acheter? Comment nous pouvons exploiter ensemble les richesses du Congo? Comme l'a dit à un moment le président de la République, ensemble, on peut exploiter, c'est pas un problème. Le monde est ouvert, c'est le monde des affaires. Bon, c'est une guerre économique, c'est qu'ils veulent prendre les richesses sans négocier avec le Congo. C'est une guerre de territoire, parce qu'il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas de territoire, qu'il faut qu'ils en aient. Ce qui est quand même étonnant en 2023. Vous avez une frange de la population congolaise qui n'a pas de territoire. C'est étonnant. Mais c'est une guerre des territoires. C'est comme si on était au Moyen-Âge. Vous voyez, les Mérovingiens, tout ça, ils se battaient pour avoir des territoires. Donc, nous ne sommes pas à cette époque, mais aujourd'hui, c'est une guerre de territoire. Okay. Bon, c'est une guerre aussi imposée par certaines puissances étrangères pour leurs intérêts qu'ils connaissent eux-mêmes. Ils soutiennent peut-être celui-ci, celui-là, pour déranger le Congo et profiter derrière la guerre. Donc, la guerre au Congo, c'est une guerre de plusieurs facettes. Nous pouvons ajouter, disant que c'est aussi une guerre d'intérêt de certaines personnes. Vous voyez, les groupes armés, ils ne sont pas étrangers, ils sont congolais, la plupart, et ils sont nombreux. Mais ces groupes armés, pour la survie, ils ont pris les armes pour déranger la population, la paisible population. Donc, il n'y a pas que les puissances étrangères qui mènent cette guerre de l'Est, il y a aussi certaines puissances négatives qui font la guerre à l'Est.
Donc, on va dire ça comme ça, tout en ne disant pas que tous ceux qui font la guerre à l'Est, qui ne sont pas étrangers, sont de forces négatives. Parce que c'est à cause de certaines puissances, des forces des Congolais de l'intérieur, que le Congo est resté un. Parce que je prends l'exemple des Ouazalendo, certains Maïmaï, qui se battent pour que le territoire ne parte pas aux mains des étrangers. Voilà. Ces gens-là se battent, ils ne sont pas de force négative. Donc, abusivement, on a dit, tout le monde est force négative. Non, tout le monde n'est pas force négative. Il y a des Congolais dignes, qu'il faille même couronner, qui se battent sans moyens pour préserver nos territoires, pour que les villages ne soient pas incendiés, pour que les tueries ne puissent pas se perpétrer, comme ce fut le cas, on en parlera, pour ce qui est passé chez moi il y a quelques années, il y a un quart de siècle maintenant. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes Monsieur Blaise Bachiluango, vous êtes le président de Mutuelle de Banyindu de Kinshasa. Alors, commémoration de 25 ans des massacres des Kasika. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oh, c'est avec toujours larmes aux yeux que nous parlons des massacres des Kasika. Vous savez, les Banyindu n'ont jamais organisé le deuil par rapport au massacre des Kasika. Ils n'ont jamais. Au fait, parlons un peu des Kasika. Okay. Kasika, c'est dans la chefferie de Lwindi, dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Okay. Et donc, Kasika s'est réveillé un certain 24 août 1998, sans savoir pourquoi, et ils étaient sous le coup des haches, des machettes, des armes blanches, où une force venant du Rwanda est entrée dans Kasika pour des raisons qui étaient propres à cette force-là. C'était des militaires rwandais qui étaient derrière le RCD en ces temps-là, puisqu'en 98, vous savez que cette partie était dirigée par le RCD, sans citer les noms des gens. Mais c'est un rappel historique. Voilà. Ça s'est passé à un moment et on connaît qui gérait le coin. Donc, cette force-là, militaire du RCD, est passée aux actes, tuant les uns et éventrant les autres, impunément. Et ces jours-là, le grand chef coutumier, mon chef coutumier, jeune qu'il était, il venait de se marier avec une charmante dame qui s'appelle Yvette Nyangeyaya, que je connais bien, avec laquelle on priait, qui était mariée à François Boami Moubeza III. Ces couples étaient dans la ville, mais ils sont rentrés pour gérer le pouvoir coutumier. Ces jours-là, ils s'étaient trouvés à Kasika et ils étaient tués comme ça, pour rien. La femme était enceinte. On l'a éventrée pour dégager l'enfant. Et du coup, on n'a pas eu une succession de la lignée comme il se doit. Parce que le Mwami a été tué. Et comme si ça ne suffisait pas, vous savez, quand on tue un Mwami, on touche au pouvoir coutumier. On touche. Et quel pouvoir coutumier? Vous savez, chez nous, on parle de Chinyabami. Les Chinyabami ou les Kinyabami, c'est le fait de reconnaître, et tout le peuple de l'Est le reconnaît, que le peuple Munyindu est le géniteur de tous les Bami de l'Est, la plupart des Bami de l'Est, dont les Bafuliru, dont les Bashi, ce sont les enfants de Banyindu. Et quand on a touché le plus fort, on a touché leur père. On a touché Mwami Moubeza, François, son épouse, et on a éventré la femme pour qu'il n'y ait plus de lignée. Vous voyez, j'ai dit, cette guerre a plusieurs facettes. Parce qu'on s'attaque au pouvoir coutumier. On s'attaque au pouvoir coutumier. Ce même jour, mouraient aussi des prêtres qui étaient dans l'église catholique en train de célébrer la messe. Je pense au prêtre, monsieur l'abbé Stanislas Wabulakombe. On l'a tué dans l'église. Je pense à des religieuses.
Ces jours-là, on a tué 139 personnes dans l'église. Et le massacre a pris plusieurs kilomètres, à peu près 24 kilomètres. Et on tuait des gens. Bien avant Kasika jusqu'à Kilungu, on tuait des gens. Et c'était désolant. Vous voyez? Donc, Kasika a pleuré ces jours-là. Plus ou moins 1 millier de gens tués à l'arme blanche. Et ces massacres qui ont eu lieu en 98 n'ont jamais eu de coupables. Il n'y a jamais eu de jugement. Il n'y a jamais eu d'indemnisation de coupables. Voilà. Il n'y a jamais eu réparation. Voilà pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, 25 ans après, les Banyindu n'ont jamais fait le deuil. 25 ans après, aucune victime n'a été indemnisée. 25 ans après, aucune justice, aucun procureur ne s'est penché sur les dossiers pour savoir qui a commis ces massacres. Et après, il y a eu beaucoup d'autres massacres, de Makobola, de Walungu, de Bibokoboko, etc. Donc les gens ont vu ces choses-là se passer sans solution. Jusqu'à présent, les Banyindu pleurent. Mais nous bénissons l'Éternel parce que le président venait de commémorer le Génocoste. Voilà. Peut-être on pourra en parler aussi. Oui, les 2 août. Les 2 août. C'était le 2 août. Le 2 août, oui, ça doit se fêter chaque 2 août, de chaque année. De chaque année, oui. Le Génocoste veut dire quoi? C'est les génocides, c'est la combinaison des 2 mots. Génocide et coup. Voilà. Le coup en anglais, c'est le coste. Donc, Génocoste, ça veut dire on mène ces génocides pour des gains, pour un coût quelconque, pour l'économie. C'est une guerre économique, vous voyez. Okay. C'est cela le Génocoste. Alors, je rappelle que vous êtes les présidents de Mutuelle du Banyindu. Aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, nous avons plus de 400 ethnies, dont Banyindu est victime aujourd'hui. Alors, vous étant président, qu'est-ce que vous faites concrètement avant que la justice soit faite? Parce que là, déjà, les peuples Banyindu est en train de réclamer que la justice soit faite au moment où ils ont été massacrés. Le chef coutumier et sa femme ont été tués, les prêtres ont été tués, les sœurs religieuses ont été tuées. Jusqu'à présent, 25 ans après, ils réclament que justice soit faite. Alors, vous étant président, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces dossiers? D'abord, le fait que nous en parlons aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. Imaginez-vous que nous puissions nous taire. La justice n'a rien fait. L'appareil judiciaire n'a rien fait. Nous en parlons pour que l'histoire s'en souvienne. Pour que les générations futures s'en souviennent. On ne peut pas perdre un chef coutumier de cette trempe. Sa Majesté Mwami Moubeza III. Comme ça, et se taire. On ne peut pas perdre des milliers de gens et se taire. Donc, nous sommes cette voix qui porte pour que les générations futures sachent qu'à Kasika, il y a eu ces drames qui s'est déroulé un certain 24 août 1998. Alors, nous en parlons chaque année. 25 ans, nous commémorons pour essayer de rappeler et que l'on prenne en charge cette situation. Au-delà de ça, nous réclamons, depuis 25 ans, nous réclamons la justice transitionnelle. Okay. C'est quoi la justice transitionnelle? D'abord, vous voyez, les massacres s'est perpétrés en 98. Mais on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale s'en occupe. La Cour pénale internationale ne peut pas s'en occuper parce que la Cour pénale internationale a été créée en 2003. Donc, ne peut pas connaître de faits qui datent d'avant sa création. Voilà. Et donc, la justice congolaise jusqu'à présent ne s'en occupe pas. Il faut une justice transitionnelle. C'est une justice transitoire qui a 4 piliers. Le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est la vérité. Le peuple Munyindu doit savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Pourquoi il y a eu ces tueries. Le Munyindu doit le savoir. Deuxièmement, après la vérité, le peuple Munyindu a droit à vivre les jugements de ces bourreaux, parce qu'ils existent. Nous avons dit que c'était en 98, sous le RCD. Ils sont là, le RCD, les anciens RCD. Les uns sont ministres, les autres sont sénateurs, les autres sont dans l'armée, les autres sont peut-être citoyens libres.
Mais il se la coule douce, alors qu'il y a eu des faits en 98. Alors là, donc, il faudrait les identifier. Bon, c'est le travail de la justice. Voilà pourquoi je ne cite les noms des personnes. Il faut un procureur qui mène des enquêtes et il faut qu'on trouve ces bourreaux identifiés, jugés, condamnés. Ça peut apporter soulagement pour celui qui a perdu un proche dans ce genre d'affres. Et nous avons, après la vérité et la justice, nous avons la réparation. Il y a eu des morts, mais les morts ont des familles des victimes. Les familles des victimes existent. Mais il y a eu aussi des rescapés. On l'a poignardé, mais il n'est pas mort, mais il porte les stigmates de ce qu'il y a eu. Les gens étaient tués à l'âge. Donc, on peut se dire que s'il y a réparation, ça peut soulager les victimes. Et au-delà de ça, nous avons le fait qu'on va réprimer. Ça peut inciter à ce que pareille chose ne se passe plus. Donc, ces 4 piliers-là, que ça ne se passe plus, que les victimes soient indemnisées, que les bourreaux soient condamnés et que la vérité, soit dite. Comme ça, ça peut apporter soulagement. Nous en parlons, nous faisons une sorte de plaidoyer depuis 25 ans. Et nous disons 25 ans après, quelle justice pour Kasika? Alors, cette démarche que vous êtes en train de mener, pensez-vous que ça pourrait un jour avoir des résultats, escomptés sur terrain, des résultats positifs, et que ce peuple Banyindu retrouvera un jour justice pour de milliers de personnes qu'il a perdues? Le peuple Munyindu, il faut le connaître, c'est un peuple guerrier. Mais le peuple Munyindu n'a pas le droit de se faire justice. Le peuple Munyindu a été victime, mais le peuple Munyindu continue à croire aux institutions de la République et à la justice internationale, et même à la justice divine. Si on rentre dans l'histoire, les gens vont vous dire ce que c'est que le peuple Munyindu. D'abord, le Munyindu, il est au sud Kivu, mais répandu un peu sur une longue distance. Aujourd'hui, nous avons les Banyindu territorial, territoire de Luindi, c'est diminuer le Munyindu. Le Munyindu, il est à Fizi. Le Munyindu est à Kitutu. Le Munyindu est à Kasika, à Kigogo, à Kalambi, à Kalama. Le Munyindu est un peu partout. Pourquoi le Munyindu est réduit aujourd'hui à Kasika? C'est un peuple guerrier parce que son grand chef dans les temps, qui s'appelait Kabuka, c'était un grand chef. Un guerrier que les Belges n'ont pas maîtrisé. Donc le peuple Munyindu, c'est un peuple guerrier. D'abord, c'est un peuple autochtone. C'est un peuple autochtone. S'il a su se maintenir jusqu'à présent, malgré les invasions, les arrivées des uns des autres, c'est par sa force. Les arabisés, Tipo et les autres qui prenaient les esclaves, ils n'ont pas pu traverser chez les Mwami Kabuka. Les Belges n'ont pas pu vraiment mettre la main sur les Munyindu. À ce niveau-là, ce chef ici à Kinshasa, il a été arrêté à Ndolo, il a fait longtemps. C'est parmi les prisonniers les plus anciens d'Afrique. Et il a été libéré dans les années 50 quelques, 58 je pense, et aujourd'hui. Donc, nous continuons à compter sur les institutions de la République et nous croyons que malgré le fait que le Munyindu est combattant, il peut aussi user de ses talents pour se défendre, mais il ne le fera pas. Okay. Nous comptons sur la justice divine, la justice nationale et la justice internationale. Du coup, nous tenons sur la justice transitionnelle. Alors, nous sommes en train de parler de peuple Banyindu qui réclame aujourd'hui que la justice soit faite. 25 ans après, ils commémorent la mort de leur chef coutumier, sa femme, de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Est-ce que ce peuple est prêt pour les élections? Oh oui, le peuple Munyindu comme tout autre peuple. Les Banyindu sont des Congolais. Le Congo organise des élections. Donc, c'est un devoir citoyen que de voter, de postuler et de voter, être électeur et être éligible. Donc c'est normal. Les Banyindu tiennent sur les élections. Et les Banyindu ne manquent pas des hommes dignes pour pouvoir briguer des postes ou pour pouvoir exprimer leur voix dans les urnes.
Ils le feront, les uns vers l'opposition, les autres vers le pouvoir, sans faire l'apologie d'un groupe contre un autre. Et le Bunyundu tient sur les élections. C'est une manière de s'exprimer pour pouvoir agir en tant que citoyen. Alors, vous êtes candidat, vous qui êtes la bouche autorisée des Banyindu, vous qui parlez, vous qui défendez la cause des Banyindu et que vous réclamez au nom du peuple Banyindu que la justice soit faite par rapport aux massacres qui se sont produits à Banyindu. Vous êtes candidat, député aux élections. Je vais vous dire mon histoire, c'est que j'étais candidat, député national en 2011. Candidat malheureux, je n'ai pas... Alors, le peuple Banyindu ne vous ont pas élu? J'étais candidat à Kinshasa. Ok. À Kinshasa. Et j'ai pensé postuler. En 2018, je n'ai pas voulu postuler parce qu'avec les CEI, et comme j'étais indépendant en 2011, je n'ai pas postulé. Cette année, pour des raisons personnelles, je n'ai pas postulé aussi, mais j'aurai le droit de voter. Le temps viendra où on pourra nous exprimer pour défendre mieux le peuple Munyindu dans un parlement bien constitué et avec des idées nobles que nous possédons. Ok. Alors, le temps viendra où M. Blaise Bachiluango prendra justement l'espace pour pouvoir, la place, le siège, pour pouvoir défendre son ethnie, qui est le peuple Banyindu. Alors, guerre à l'est du pays. Le chef de l'État a instauré l'état de siège 2 ans et 6 mois après. Voilà que la population de l'autre côté s'élève en exigeant la levée de cet état de siège. Que pensez-vous? Bon, je n'ai pas un avis précis à émettre quant à ça, mais je vais dire seulement, je prends le mot de votre bouche qui disent que le peuple dise qu'il faut arrêter cet état de siège. Bon, ceux qui vivent l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, s'ils disent aujourd'hui qu'il faut le lever, c'est qu'ils peut-être ils n'ont pas trouvé gain de cause. Ils n'ont pas vu les changements entre avant état de siège et après état de siège. Mais je dirais ceci, je dirais que on doit faire un bilan, on doit faire ce qu'on dit une évaluation à mi-parcours avant état de siège et après état de siège. Les raisons qui ont poussé à ce que l'on mette sur pied l'état de siège et les résultats escomptés, si on les a atteints ou pas. Il n'est pas un problème. Si on ne les a pas atteints, on lève l'état de siège. On remet le pouvoir aux civils. Parce que vous savez, l'état de siège avait comme conséquence, le gouverneur militaire est parti, et on a eu des gouverneurs civils est parti, on a eu des gouverneurs militaires dans les 2 provinces. Mais si ça n'a pas été le cas, on remet les gens à leur poste. Et on essaie de voir quelle est la solution maintenant. Si l'état de siège n'a pas tenu, quelle est la solution? Il faut qu'on y réfléchisse. Donc, j'ai dit, si ceux qui vivent l'état de siège dans leur coin trouvent qu'on doit lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème qu'il faut analyser au fond. Alors, si vous pensez qu'il faudrait lever l'état de siège, certainement il y a un problème qu'il faut étudier à fond. C'est ce qu'a dit monsieur Blaise Bachiluango. Je rappelle qu'il est le président de mutuelle de Banyindu de Kinshasa. Alors, depuis que vous êtes à la tête de cette mutuelle de Banyindu, qu'est-ce que vous avez fait combien de temps et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que ce peuple retrouve vraiment ses droits? Bon, il faut dire que la mutuelle de Banyindu que je préside, c'est celle qui est dans la diaspora à Kinshasa, qui n'est pas dans notre terroir. Donc c'est une association sans but lucratif et qui s'organise comme toute association avec des textes qui régissent les associations. Vous avez dit combien de temps je fais? J'ai fini mon mandat. J'ai fini mon mandat il y a quelques temps. Et j'ai dit au Banyindu que je n'étais pas candidat pour succéder à ma propre personne. Mais ils ont dit non, continuez. Nous en sommes là. Ils ont dit continuez. Pour combien de temps, c'est eux qui savent. Mais je pense que dans les mutuelles, les associations, à un certain moment, il faut passer le relais. Et le problème de pouvoir, que ce soit politique ou coutumier ou des associations ou des mutuelles, les gens ne savent pas passer le relais. Nous sommes de ceux qui ont travaillé
Et nous avons dit, nous passons le relais. Nous voulons passer le relais. Les Bagnindos ont dit, non, non, tu peux continuer. À tout moment, lorsqu'ils diront que nous devons quitter le siège, nous les quittons. Peut-on dire que vous êtes espoir des peuples Bagnindos? Je ne sais pas. C'est au Bagnindos de dire. Pour ma part, je me vois être le serviteur de mon peuple parce que je n'ai pas un autre peuple que celui-là. Donc je dois porter très haut les drapeaux des Bagnindos et le monde doit savoir qu'il existe un peuple qui s'appelle les Bagnindos, un peuple fort, un peuple guerrier, un peuple aussi docile, croyant à la République, à la nation et ayant des idées qui peuvent faire progresser le pays. C'est quoi votre motivation 25 ans après, commémoration de massacre et tout. Vous êtes vraiment motivé, vous êtes vraiment déterminé. Alors, c'est quoi l'idée derrière? Peut-on au moins être fatigué de parler, de défendre son peuple, sa tribu, sa famille, sans être tribaliste? Peut-on être fatigué de défendre sa nation? On ne peut pas être fatigué. Moi, je défendrai le Congo partout où je serai. Vous voyez, quand je suis allé étudier en France, c'était plusieurs nations qui s'étaient retrouvées. Moi, je disais aux gens, non, ici, je suis un ambassadeur. Je dois réussir pour défendre mon pays. Donc, je ne suis pas là comme moi. À un certain moment, on se retrouve dans des sphères où sa petite personne disparaît. Et on se voit au nom de sa famille. Les Bagnindos ne sont pas une communauté, c'est une tribu. Et nous avons des clans. Nous sommes organisés, structurés. Et nous devons nous faire connaître. Nous devons faire porter haut les drapeaux des Bagnindos parce que c'est des valeurs aussi que nous véhiculons. Nous sommes les géniteurs des autres. Et donc, nous avons le devoir d'exemplarité. Nous avons une responsabilité énorme que nous portons et c'est pour ça que je suis motivé. Je ne peux pas laisser tomber que mon peuple soit massacré 25 ans après et je me tais puisque 25 ans sont passés. Non, je me tairai lorsque la vérité sera dite, la réparation, la justice sera faite, la réparation sera réalisée et lorsque on dira plus jamais ça, que ce soit dans ton territoire ou dans le territoire de quelqu'un d'autre, on ne doit pas faire ça. Nous sommes au 21e siècle. On ne doit pas concevoir un peuple qui vienne massacrer un autre peuple. Ce n'est pas normal. Donc, tant que on pourra défendre ces idéaux-là, je serai toujours motivé. Ok, vous serez toujours motivé au moment où vous allez défendre les idéaux. Alors, la question est de savoir pourquoi seulement cette ethnie des Bagnindos qui a été massacrée, qui a été victime de beaucoup de choses, des viols, des tueries, de morts, des massacres. Pourquoi seulement cette ethnie des Bagnindos? Je dirais que ce n'est pas seulement l'ethnie des Bagnindos. Ce n'est pas seulement la tribu des Bagnindos. C'est plusieurs peuples ont connu le massacre. Il y a le massacre à Walungu. Ouais. Il y a eu le massacre à Makobola. Il y a eu des massacres à Tingi. Il y a eu des massacres, que ce soit à Fizi, à Baraka. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, qui peut nous dire pourquoi? Il faut la vérité. Qui peut nous dire pourquoi? Il faut que les bourreaux soient identifiés et condamnés. Bon, pour qu'il nous dise lui-même pourquoi il a fait ça. Hein? Nous sommes en train de passer l'émission. Qui a le droit de venir nous massacrer ici? Personne n'a le droit d'ôter la vie. Hein? Donc, c'est un peu cela. Ce n'est pas seulement les Bagnindos. Il y a eu beaucoup de peuples aussi qui ont été victimes de ces affres de la guerre. Alors, quel avenir pour la République démocratique du Congo? Ah oui, la RDC, nous voyons l'avenir en rose. Nous pensons que Dieu a béni ces pays et que on peut bien vivre au Congo et espérer pour des lendemains meilleurs. Au moment où on est victime de beaucoup de choses, on est massacré, on est en guerre, on ne vit pas en paix, au moment où les jeunes ne savent que faire, quel chemin emprunter pour réussir. Et voilà, ils tournent les yeux sous d'autres cieux, au moment où on s'est dit, bon, voilà, ça ne va pas du tout. Je pense que j'en suis un exemple. J'ai fait mes études en France pendant
un bon moment. Mais j'ai décidé de quitter la France pour venir au Congo. Parce que je pense qu'ici, j'ai affaire. Donc, je ne veux pas être en Europe en train de laver les assiettes. Je ne veux pas me retrouver en train de faire des petits travaux, alors que je peux aider mon pays. C'est pour ça que je suis là. Donc, je crois au Congo. Je crois au lendemain meilleur pour le Congo. Je crois à la relance de l'économie du Congo. Je crois à la sécurité dans mon pays. C'est pour ça qu'on se bat. Pour que les tueries cessent, que les gens vivent paisiblement. Si on n'y croit pas, on ferait comme les autres, on partirait. Mais on est là parce qu'on y croit. Et on doit dire plus jamais ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Je pense que le président nous a aidés. Ceux qui sont à l'extérieur, ils viennent, ils peuvent avoir les visas directement à l'aéroport. Et donc, il faut que les gens retournent et que nous puissions travailler. Même nous qui sommes dans la ville, nous devons faire un saut au village pour implanter des structures qui répondent et qui feront que un semblant d'évolution ou bien de développement, ou bien, pourquoi un semblant d'ailleurs, que le développement intégral soit remarquable dans nos terroirs. Je pense que c'est pour ça que l'on doit travailler, et vous avez entendu parler du programme de 145 territoires. Nous y croyons. Il faut que les raisons qui amènent les gens dans la ville disparaissent et que chez nous, nous puissions retourner, si pas de temps en temps, ou nous installer pour développer le coin. C'est un peu ça le problème. Alors, parlons un peu de votre parcours. Est-ce que vous avez encadré quelques jeunes de Bandundu, ou vous avez mis peut-être des structures en place pour pouvoir aider ces jeunes de Bandundu afin de pouvoir évoluer? Il faut dire, personnellement, je n'ai pas été un grand mécène pour encadrer la jeunesse de Bandundu en particulier. Okay. Mais, en tant que président de la mutuelle, j'encadre les familles, dont la jeunesse. Cette année, je pensais à quelque chose qui me passe dans la tête, que j'ai déjà fait à l'église où je prie. Trouver un jeune de l'école primaire, un jeune de l'école secondaire, un jeune de l'université, pour les aider dans les études. Parce que je crois qu'ils peuvent se débrouiller seuls s'ils étudient. Donc, on ne peut pas dire que, je ne veux pas citer, j'ai donné 10 francs à celui-ci, 20 francs à celui-là. Bon, je ne cite pas ça. Mais j'ai dit, il faut aider au moins une personne. Je ne suis pas aussi de ceux qui pensent que l'on peut aider à masse comme ça. Non. Il faut cibler et préciser. Un enfant de l'école primaire. Juste un enfant. Un enfant de l'école secondaire. Un enfant à l'université. Et on peut faire sortir un peu cette jeunesse dans ce marasme-là. Voilà. Il faut toujours porter de l'aide, il faut toujours aider afin de pouvoir redonner les sourires de l'avenir à la jeunesse congolaise, surtout que c'est cette jeunesse qui prendra demain ou après-demain la relève ou les bâtons de commandement pour notre beau et bon, vaste pays qui est la République démocratique du Congo, qui est un don du ciel, qui est un héritage que nos aïeux nous ont légué. Alors, Monsieur Blaise Bachiluango, je rappelle que vous êtes les présidents des mutuelles de Bandundu, de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce peuple Bandundu qui a commémoré ces 25 ans des massacres de Kasika, et voilà, qui aujourd'hui réclame que justice soit faite en établissant la vérité. Il faudrait que ceux qui ont commis cet acte de massacre soient vraiment punis sévèrement par la justice. Il faudrait que les familles victimes soient indemnisées. Telle est la démarche de Monsieur Blaise Bachiluango. Alors, Monsieur Blaise Bachiluango, déjà nous attendons vers la fin de notre émission, mais je vous demanderai avant de vous demander de faire un petit exercice, vous admirez ou vous aimez faire la politique? Il y a quelqu'un qui a dit que si vous ne faites pas la politique, vous n'aimez pas la politique, vous ne vous occupez pas de la politique. Cette dernière s'occupera de vous. S'occupera de vous. Ouais. Je préfère dire ça. J'ai les atouts. Ouais. J'ai les atouts. Ok. J'envoie les politiciens. Bon, je n'en suis pas un présentement. Présentement, j'envoie. Je pense que je me qualifie comme un technocrate. Ok.
oui, technocrate, et avec une dose politique assez élevée. C'est comme ça que je peux dire. Voilà. Et si les peuples Banindou vous demandez, ou la population justement congolaise de la République démocratique du Congo, les Quinois, vous demandez de pouvoir être dans la politique avec vos idées, avec vos ambitions, ça pourrait aider que ces pays soient émergés. Quelle serait votre position? Aussi longtemps que politique rimera avec gestion de la cité, je dirais volontiers oui. Ok. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, je demanderai au président Blaise Bachiluango de fixer sa caméra. Alors, de s'adresser au peuple Bayindou qui vous suivent en ces moments. Les Bayindou, vous êtes un peuple fort. Ne baissez pas les bras, vous êtes un peuple courageux. Les Bayindou ont été massacrés en 1998, le 24 août. Nos cœurs ont saigné. Nous avons perdu un grand chef, Sa Majesté Mwami Moubeza III, son épouse, des prêtres et des religieuses. 25 ans durant, nous avons enduré cette souffrance. Mais je pense avec ce plaidoyer, sans rancune et sans haine, nous voulons qu'un jour, la justice transitionnelle soit mise sur la table et que le peuple Mouniou fasse enfin son deuil. Au-delà de ça, je vous demanderai de travailler, d'être fort, de compétir. Vous n'aurez pas de cadeau. La vie ne donne pas de cadeau. Mais dans la loyauté, loyalement, dans le travail, et le lendemain sera fait de bons jours. Je vous salue. Merci, c'était là le président du Mutuel de Banindou, Monsieur Blaise Bachiluango. Travaillons dans la loyauté, l'honnêteté, et le lendemain sera meilleur, sera rose. Tel est le mot de clôture de Monsieur Blaise Bachiluango. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rendez-vous du soir. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous le président de Mutuel de Banindou de Kinshasa. Lui, c'est Monsieur Blaise Bachiluango, avec qui nous avons pu discuter sur la commémoration de 25 ans de massacre de Kasika. C'est avec lui que nous avons pu parler de ce peuple Banindou qui aujourd'hui réclame que justice soit faite, qui aujourd'hui réclame que la vérité soit établie et qui aujourd'hui réclame que les familles victimes soient indemnisées et qui aujourd'hui réclament que ceux qui ont commis cet acte soient justement condamnés. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci justement à la grande équipe qui m'a accompagné. À la régie, je vois Papa Freddy. Merci également à Emmanuel qui était derrière la caméra. Merci également à Sacré qui est à la régie. Merci à Monsieur Lazik Makoukoula. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec nous le mardi prochain à 18h juste. Nous allons justement parler de l'actualité, mais cette fois-ci avec un autre invité. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Blaise, vous qui êtes le président de Mutuel de Kinshasa de Banindou. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous à 19h30 pour la grande édition du journal. Ce sera avec Naomi Mukongo. Quant à moi, je vous dis au revoir.